Donc pour revenir à Adolphe Thiers, le 17 février 1871, il va être élu chef du pouvoir exécutif par l'Assemblée nationale, donc qui, comme on l'a vu sur le diagramme, est à majorité monarchiste. Donc c'est lui qui, en tant que chef du pouvoir exécutif, va être chargé de mener les négociations avec la Prusse, qui doivent donc répondre à l'urgence qui est de mettre fin à la guerre, car tous les jours des Français meurent, la guerre va être perdue, donc il ne sert à rien de la faire durer ad vitam aeternam, et il faut plutôt tenter de trouver l'arrangement le moins dur possible pour la France, avec des conditions d'armistice les moins pénibles possibles. En attendant, il décide que l'Assemblée législative, donc les députés et le gouvernement, donc lui et les ministres, quittent Paris pour s'installer à Versailles. Alors dans un grand B, nous allons voir la Commune de Paris, de la défense patriotique à la guerre civile. Alors, pour poursuivre avec Adolphe Thiers, finalement, avec son gouvernement, il se résout à signer l'armistice avec l'Allemagne le 26 juillet 1871. C'est un armistice qui est très humiliant car il impose notamment à la France l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. La Moselle, c'est la région de Metz, donc on dit souvent l'Alsace-Lorraine, mais c'est un peu exagéré. C'est pas toute la Lorraine, c'est une partie de la Lorraine qui s'appelle la Moselle, donc on dirait plutôt l'Alsace-Moselle. La France doit également rembourser une très lourde indemnité de guerre à l'Allemagne, donc c'est vécu vraiment comme une humiliation. À Paris, la situation est catastrophique. L'hiver 1870-1871 est particulièrement froid, hein, des hivers qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, hein, pour plein de raisons. On ne va pas parler du changement climatique ici, même s'il ne faut pas le perdre de l'esprit. Il n'y a pas d'approvisionnement à ce moment-là pendant l'hiver 1870-71, plus que c'était toujours le siège, hein, l'armistice n'avait pas été encore signé. Donc la population parisienne connaissait une famine très sévère. Tous les chats, les chiens ont été mangés. Puis quand il n'y a plus de chats, de chiens, eh bien on s'est tourné vers la ménagerie du zoo de Vincennes. On a mangé les éléphants, les animaux de la ménagerie, tout simplement. Donc la population connaissait un important désespoir et le sentiment d'être abandonné par le reste du pays, d'avoir finalement payé le prix fort pour la défense nationale. Il fallait que Paris résiste, il fallait que Paris tienne, mais les Parisiens ont eu un peu l'impression d'être abandonnés par le reste du pays. Finalement, le mécontentement va éclater le 18 mars 1871. Notamment, ce mécontentement va être marqué par le rejet de l'Assemblée de Versailles qui est vécu comme une provocation par les Parisiens qui ressentait de nombreuses frustrations, notamment le petit peuple, qui était conséquence du réaménagement urbain de Paris sous le baron Haussmann, puisque vous vous souvenez, la plupart des Parisiens à revenus modestes avaient été chassés vers les faubourgs, notamment de l'Est et du Nord de Paris, au profit d'une population beaucoup plus aisée qui a pris possession des nouveaux immeubles de type haussmannien, justement construits le long des grands boulevards. Et ce qui va provoquer particulièrement les Parisiens, c'est un événement, c'est lorsque Thiers, donc le chef du gouvernement, pour engager les négociations de paix avec l'Allemagne, il ordonne aux Parisiens de retirer les canons de Montmartre. Donc Montmartre, c'est là où est bâti le Sacré-Cœur aujourd'hui, et c'est ce même canon qui avait été payé aux Parisiens, payé par les Parisiens, pardon, et il ne veut plus payer de solde, c'est-à-dire de salaire, aux gardes nationaux. Les gardes nationaux, c'est en quelque sorte une sorte de milice qui régnait, qui était chargée de l'ordre, de la sécurité et de la défense de la ville de Paris. Donc le gouvernement de Versailles refuse de payer ces gardes nationaux. Du coup, ça provoque une insurrection au sein du peuple parisien et un refus d'obéir à ses ordres. Du coup, le gouvernement de Thiers envoie un général avec des troupes pour faire tirer sur les manifestants, mais finalement, c'est les insurgés qui se saisissent du général et qui le fusillent. Donc là, on rentre pratiquement en situation de guerre civile, hein, le gouvernement de Versailles contre le peuple parisien. Donc ce peuple parisien, il va élire un conseil municipal qui va proclamer ce qu'on va appeler la Commune de Paris.
Donc la Commune de Paris, c'est une forme de gouvernement en fait de la ville de Paris qui va organiser une forme de démocratie directe avec un conseil représentatif du peuple parisien qui est notamment composé de nombreux travailleurs manuels, de journalistes, d'employés, de quelques artistes, comme le célèbre peintre Gustave Courbet, que vous connaissez certainement pour l'une de ses œuvres qui avait choqué beaucoup les spécialistes de l'art au XIXe siècle, qui s'appelle L'origine du monde. Vous pouvez vous amuser à taper sur Internet l'origine du monde, je pense que certains vont être aussi un petit peu choqués. Par contre, on ne trouve pas dans ce conseil représentatif des bourgeois. Ce qui dit déjà beaucoup de ce conseil, c'est que ça va être un conseil très populaire, très tourné vers des idées plutôt de gauche, des idées sociales et d'égalité. On y trouve différents courants politiques, surtout de gauche évidemment, donc des anarchistes, hein. Les anarchistes, ils veulent la disparition et la fin de l'État, hein. Et vous savez, il y a aucune interdiction, il interdit d'interdire. On y trouve aussi des socialistes, donc des gens, encore une fois, qui ont tendance à diffuser des idées sociales, donc des idées d'égalité, hommes-femmes, etc. Ce conseil municipal va prendre des mesures révolutionnaires, comme par exemple l'interdiction du travail de nuit, l'égalité homme-femme, l'obligation scolaire, des mesures de laïcisation de la société. Donc c'est une forme en fait de révolution sociale qui est en train de se dérouler à Paris et qui ne plaît évidemment pas du tout au gouvernement issu de la majorité légitimiste et orléaniste qui siège à Versailles. Ces mesures révolutionnaires sont de toute façon difficiles à appliquer en raison évidemment de la guerre civile qui va véritablement avoir lieu entre ceux qu'on va appeler les communards, donc les partisans de la commune, et les Versaillais, ben, ceux qui sont partisans du gouvernement français dirigé par Adolphe Thiers, plutôt de droite, et qui siège à Versailles. Donc c'est en vrai une opposition commune, c'est-à-dire plutôt de gauche, contre le gouvernement de Versailles qui est lui plutôt de droite. Euh, Cette idée d'une révolution communale va se diffuser à la province et par exemple, une ville comme Limoges va également connaître sa commune et d'autres villes de province vont également connaître leur commune. Donc il faut que le gouvernement de Versailles fasse la reconquête de toutes ces villes qu'il est en train de perdre. Alors cette reconquête va se faire de façon particulièrement sanglante à Paris, puisque l'armée versaillaise, donc qui est quand même majoritaire, va partir de l'ouest de Paris. Si vous regardez la carte d'ailleurs que j'ai mis sur le diaporama, vous voyez que les populations les plus pauvres se trouvent plutôt au nord et à l'est de Paris, hein, ce qui correspond grosso modo aux arrondissements 18e, 20e, ou bien à les limites Saint-Ouen, la Seine-Saint-Denis. Et cette reconquête va donc partir de l'ouest, donc ce qui correspond aujourd'hui plutôt au beau quartier, hein, puisque Versailles se situe à l'ouest de Paris, et puis il va aller petit à petit vers l'est. Et cette reconquête va durer une semaine qui va être particulièrement sanglante et qui du coup va prendre le nom de semaine sanglante. Cette semaine, c'est du 21 au 28 mai 1871. Cette résistance parisienne va être particulièrement violente et la semaine sanglante va causer quand même la mort d'à peu près 10 000 personnes, donc ce n'est pas rien. Beaucoup de fusillés, pour l'exemple, notamment dans le cimetière du Père-Lachaise ou au but de Chaumont. Les communards vont finir par s'incliner et la répression va être extrêmement dure. Plus de 30 000 morts, de nombreuses condamnations à mort, de nombreuses peines de bannissement, c'est-à-dire que des communards vont être exilés, notamment encore une fois en Nouvelle-Calédonie, dont la plus célèbre d'entre eux, Louise Michel, sur laquelle on reviendra. Et au total, Paris va perdre à peu près un quart de sa population ouvrière. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Et du coup, le mouvement socialiste va être pour le moins décapité hein, pendant 10 ans en France. Il va prendre pas mal de temps pour se relever de la très forte répression qui va suivre l'écrasement de la Commune. Mais même si la Commune de Paris n'a duré qu'un peu plus de 2 mois, c'est-à-dire 70 jours, elle est restée emblématique pour le mouvement socialiste mondial et des très grands penseurs socialistes ou communistes comme Lénine s'inspireront énormément de la Commune de Paris et prendront souvent comme référence la Commune de Paris. Alors en grand C, ensuite, on va s'intéresser à l'échec de ce qu'on va appeler la restauration monarchique.
Ah oui, avant de continuer le cours, juste une précision, j'ai oublié de vous dire, et vous pouvez le voir sur le PowerPoint qui illustre le cours, que c'est également pendant la Commune de Paris que va être rédigé l'un des chants révolutionnaires les plus connus au monde, qui s'appelle l'Internationale, que vous avez tous certainement déjà entendu au moins une fois, qui a été rédigé donc par un poète révolutionnaire parisien qui s'appelle Eugène Pottier en 1871 lors de la répression de cette commune de Paris. Alors si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous en faire écouter un extrait. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose avec ce système, mais bon, on va essayer. Alors, vous voyez souvent des gens qui manifestent en chantant l'international aujourd'hui, surtout le peuple de gauche, hein, avec le poing levé. Voilà, bon, pour ce court extrait musical. Oui, sachez quand même que c'est pendant la Commune de Paris qu'a été écrit ce titre, et on reviendra, donc je vous disais, sur Louis Michel au sein d'un PPO lors du prochain cours. Donc je reviens sur ma restauration monarchique. Euh, donc conséquence de la Commune selon Adolphe Thiers et surtout de son écrasement, hein, la République n'est donc pas un régime faible puisqu'elle a su mater en une révolte, ce qui permet à Adolphe Thiers de rassurer les conservateurs, et c'est-à-dire ceux qui sont plutôt partisans de conserver les choses en l'état et que rien ne change, et qui ont peur un peu de ces mouvements socialistes, anarchiques, qui veulent justement tout remettre en cause et qui veulent tout contester. Donc ça rassure ces conservateurs que la République soit un régime solide en fait, et donc de plus en plus de conservateurs qui avaient voté ou qui représentaient les courants légitimistes, bonapartistes, orléanistes, eh bien ils vont se convertir petit à petit à la République et se détourner justement de ces courants conservateurs. Alors au sein de l'Assemblée, comme vous aviez pu le voir sur le diagramme circulaire, les monarchistes sont majoritaires, hein, mais ils sont divisés en deux grands courants, que sont les légitimistes, qui sont partisans des descendants de Louis XVI, hein, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, et ceux qu'on appelle les orléanistes, qui eux sont partisans de Louis-Philippe d'Orléans. Et ces divisions entre ces deux tendances monarchistes vont être très fortes et vont notamment échouer pour restaurer un régime monarchiste pour la question du choix du drapeau. Les orléanistes sont partisans du drapeau tricolore, alors que les légitimistes veulent le drapeau blanc, qui était le drapeau finalement qui avait le drapeau blanc à fleur de lys qui symbolisait la France avant la Révolution. Donc c'est pour cette simple question de drapeau, eh bien les monarchistes vont pas réussir à s'entendre alors qu'ils étaient majoritaires et donc vont pas remettre finalement un héritier au pouvoir sur le trône de France. Finalement, ce sont des lois constitutionnelles de 1875 qui vont commencer à définir le fonctionnement de la Troisième République. Et fonctionnement qui va durer jusqu'en 1940, hein. Car en fait, la Troisième République n'était pas définie par une constitution. Normalement, un régime républicain est défini par une constitution. Or, la Troisième République n'avait pas de constitution. Donc, ces lois constitutionnelles de 1875 vont commencer à définir son fonctionnement, mais un amendement, c'est-à-dire un élément va être rajouté à cette constitution par un député qui s'appelle Vallon, qui est un orléaniste rallié à la République conservatrice, et il va prendre un amendement en faveur du septennat. Alors cet amendement est soutenu par les monarchistes qui sont en attente d'un roi, parce que la durée de 7 ans leur semblait favorable pour permettre le retour d'un roi au pouvoir, notamment avec une durée de règne, si on peut dire, hein, pour le président de la République assez longue.
Depuis 1873, donc c'est un nouveau président de la République qui s'appelle MacMahon qui est au pouvoir, et ce nouveau président va rentrer en crise, hein, carrément, en affrontement avec l'Assemblée qui est de plus en plus républicaine, alors que le président, lui, est monarchiste. Et finalement, eh bien, ce conflit entre l'Assemblée républicaine